Bonjour à tous, voici la correction des questions portant sur l'activité. Quelles épreuves Aîné doit-il affronter? Alors vous aviez en particulier un passage de l'Énéide accompagné de différents documents. Alors on ne vous demandait pas évidemment au niveau 5e de traduire un tel texte, hein. On vous posait simplement quelques questions précises que vous étiez en mesure, avec un petit peu d'intuition ou d'astuce, de résoudre. Alors, on vous demandait d'abord de retrouver dans le texte latin le nom du personnage principal du tableau. Alors, le plus simple était de lire déjà la légende du tableau et de repérer qu'il représentait Charon et les derniers défunts traversant le Styx. Ainsi, il était facile de retrouver Charon au vers 2 ici du texte. Ça ne posait pas de problème. On vous demandait ensuite par quel autre nom il était désigné au vers 1. Alors, il y avait plusieurs stratégies. Le plus simple peut-être était de procéder par élimination, si on n'avait vraiment pas d'intuition. Serwat était un verbe, donc par définition, ça ne pouvait pas définir Charon. Flumen veut dire le fleuve. Aqua, alors je vous donnais simplement des mots dérivés en français, aqueux, aquatique, aqueduc, donc ce n'était pas des traductions, hein, mais simplement des mots dont je ne vous donnais pas le sens, mais dont le sens était à deviner à partir de mots français dérivés. Donc ici, aqua, ça veut dire l'eau, hein, tout simplement. Horrendus, c'est un des adjectifs qu'on vous demandait de traduire dans la question 3. Et si on se réfère aux mots français qui ressemblent, comme vous y invitez l'aide ici, on pouvait deviner que ça voulait dire horrible. As est un déterminant accusatif féminin pluriel, en fait il allait avec aquas. Et puis nous reste ce fameux portitor. Donc portitor qui a donné en français portier ou porte. Ici, alors pour définir le Charon, on ne dira pas forcément que c'est un portier, mais peut-être plutôt un gardien ou encore mieux un passeur. En tout cas, il se trouve à l'entrée des enfers et on va voir un petit peu quel est son rôle en traduisant le vers 1. Donc, je vous redonne quelques conseils de traduction, puisque vous avez une version à traduire par la suite, dans la suite de la semaine. Donc je vous rappelle que quand on veut traduire un texte, on commence par repérer le verbe. Donc le verbe, il apparaît en code couleur rouge. Depuis le début de l'année, on a l'habitude de le repérer en rouge. Donc ici, serwat, qui donne en français conserver, garder. On parlait tout à l'heure de gardien pour Charon. Peut-être garder, veiller sur, surveiller sont des traductions possibles. Vous aviez ensuite, donc une fois qu'on a notre verbe, on regarde la personne. Là, quand ça se termine juste par un T, c'est une troisième personne du singulier. Donc ça veut dire qu'on va avoir un sujet singulier. Ici, le sujet, c'était portitor horrendus, qui est un groupe nominal qui vient désigner Charon et qui le désigne comme un passeur horrible, comme un gardien horrible. Et donc, cet horrible gardien, il garde quoi? As aquas, ses eaux, et fluminas, et ses fleuves. Je vous rappelle que quand on traduit en français, pour remettre les mots dans le bon ordre, on privilégie l'ordre d'une phrase française, sujet, verbe, complément, c'est-à-dire en code couleur vert, rouge, bleu. Alors, ces eaux et ces fleuves, on constate dans la légende du tableau que le fleuve sur lequel veille en particulier Charon est le Styx. On vous demandait en question 4 quels étaient les 5 fleuves qui coulent aux enfers. Il y a donc le Styx, il y a aussi le Phlegéton, l'Achéron, le Cocyte, le Léthé. Certains rajoutent parfois l'Éridan. En tout cas, les enfers se caractérisent par un certain nombre de fleuves.
Caron est chargé plus particulièrement de veiller sur le Styx, qui est le lieu de passage où les défunts vont passer définitivement du monde des vivants au monde des morts. On vous demandait enfin de traduire les adjectifs en gras et de préciser quel était l'effet produit. Alors, il suffisait de se laisser guider par les mots français qui ressemblaient. Donc, horrendus, horrible, terribili, terrible, sordidus, sordide. C'était plus difficile pour Ferruginea. Vous pouviez vous aider d'un dictionnaire français. Quand on parle par exemple en français de roches ferrugineuses, ça veut dire qu'on parle de roches qui contiennent du fer. On reconnaît au début de Ferruginae le mot fer. Donc ici, en fait, il faut comprendre que Caron se trouve sur une barque en fer ou sur une barque qui a la couleur du fer ou éventuellement sur une barque rouillée. Pourquoi pas, ça peut marcher aussi. Et enfin, vous aviez l'adjectif senior qui renvoie à la vieillesse de Caron, qui veut dire vieux. Aujourd'hui, quand on parle des seniors dans notre société, on parle des personnes âgées. Voilà. Je vous propose du coup une traduction complète du texte et vous allez pouvoir vous rendre compte que quand on traduit un texte, il y a parfois plusieurs mots possibles en français pour traduire le mot latin. À chaque mot latin ne correspond pas forcément un seul mot français. Par exemple, pour la première phrase, elle est traduite ici par « Un passeur effrayant, d'une saleté épouvantable, Caron, veille sur ses eaux, sur ses fleuves. » Donc, horrendus est en fait ici traduit non pas par horrible, mais par effrayant. On est bien d'accord que l'idée qui est l'effet produit est bien le même, la peur. L'idée, c'est de renvoyer à la peur qu'il suscite. Terribili n'est pas traduit par terrible, mais par épouvantable. Là encore, ça revient au même. Une saleté terrible, une saleté épouvantable. Là encore, pas de problème. Et donc, voilà pour la traduction des deux adjectifs des deux premiers adjectifs. Ensuite, à son menton, une barbe blanche, touffue et hirsute. Ses yeux ne sont que flammes. Un manteau sordide, là voilà, vous retrouvez le mot français qui ressemble, est suspendu à son épaule par un nœud, à l'aide d'une gaffe, c'est-à-dire d'une sorte de longue rame, de long bâton. Son bras dégage la barque noircie. Alors pour le coup, j'aime pas trop cette traduction de Ferruginea. J'aurais préféré la barque en fer ou la barque rouillée, voilà. Mais noircie renvoie à la couleur du fer, donc c'est encore une autre manière de traduire. La dirige à la voile et y transporte les morts, tout vieux qu'il est. Mais la vieillesse d'un dieu est fraîche et verte. Voilà, pour lever le mystère sur le reste du texte. Voici le bonus. Alors, en général, vous êtes bien aidé de la légende, vous avez bien compris ce qui se passait sur la fresque, mais vous avez eu pourtant du mal à comprendre la question. Donc ici, on vous dit que Caron reçoit de la défunte, qui est représentée ici, une obole, c'est une pièce de monnaie grecque, qui permet le passage de l'âme vers les enfers. Donc, cette défunte donne une pièce de monnaie à Caron pour payer la traversée, en quelque sorte, hein, ça c'est la raison. Mais ce n'était pas tout à fait ça la question posée. La question c'était quelle coutume funéraire les vivants devaient-ils accomplir envers leurs morts? Et donc pour quelle raison? Une coutume funéraire, c'est un rite qui est accompli dans la réalité, dans le monde réel, pas dans le monde mythologique, dans le monde réel, pour au moment d'ensevelir les morts ou de les faire incinérer. Les deux pratiques coexistent, enfin existaient à des époques différentes en Grèce comme en Italie. Donc concrètement, quand quelqu'un mourait, on plaçait dans la bouche du cadavre une pièce de monnaie, une obole, pour de vrai, c'est-à-dire que les archéologues le savent parce qu'ils ont pu retrouver dans des tombes des cadavres dans la bouche desquels se trouvait une pièce de monnaie.
Donc ça, pour le coup, c'est réel. Et donc, la croyance, en revanche, c'était que le mort pouvait ainsi, grâce à cet obol, payer sa course, sa traversée à Caron pour traverser le Styx et pénétrer aux enfers. Sinon, que se passait-il ? Si vous faisiez une petite recherche internet sur, par exemple, j'ai trouvé cette explication dans l'article Obol, eh bien, ceux qui ne pouvaient pas payer la traversée à Caron étaient condamnés à errer sur les berges du Styx durant 100 ans. Voilà. Voilà pour la coutume funéraire. Dernier point que je voudrais aborder avec vous, commenter ensemble cette carte du Tartare, cette carte des enfers. Donc, sur la carte des enfers, vous retrouvez ici Caron. Sur la berge, vous retrouvez ici tout un ensemble de morts qui attendent de pouvoir payer leur traversée auprès de Caron pour pénétrer définitivement dans les enfers. Vous retrouvez les différents fleuves dont on a parlé, donc l'Achéron, le Styx, le Cocyte, le Phlegéton et ici le Léthé. Le fleuve un peu mineur, l'Éridan, et sont représentés tout autour du Phlegéton les fameuses flammes qui caractérisent ce fleuve pour délimiter un endroit très particulier des enfers qui s'appelle le Tartare et dans lequel les personnes qui ont commis un sacrilège, une faute contre les dieux, sont condamnées à un supplice éternel. Vous avez d'autres régions, en fait, dans les enfers. Ici seront réunis les enfants qui sont morts au berceau, ici ceux qui ont été condamnés à mort à tort, ici les suicidés, ici les soldats qui sont morts au combat. Et les personnes qui ont une vie particulièrement heureuse sont rassemblées dans ce qu'on appelle les Champs-Élysées. Pourquoi ? Parce qu'elles vont avoir cette chance de pouvoir, en traversant le fleuve des oublis qu'on appelle le Léthé, être réincarnées et ressortir pour retrouver le monde des vivants dans une vie nouvelle. Voilà. Donc, je vous propose en trace écrite d'inscrire ce qu'il est important de retenir. Contrairement à l'enfer chrétien, et où là le mot enfer est utilisé au singulier, et qui s'oppose au paradis, enfer chrétien où domine l'élément du feu, les enfers antiques, au pluriel cette fois-ci, font une large place à l'eau et accueillent toutes les âmes, que les hommes se soient bien ou mal comportés. Il existe toutefois une géographie des enfers qui sépare les bons des condamnés. Les meilleurs ont même la possibilité de se réincarner. Alors on aura l'occasion de revenir aux enfers, puisqu'Énée, une fois qu'il aura passé le Styx pour pénétrer aux enfers, rencontrera ici une des femmes qu'il a beaucoup aimée, on en parlera une prochaine fois, et qui s'est suicidée par amour pour lui lorsqu'il l'a quitté pour aller accomplir sa mission et aller fonder sa ville. Et puis c'est aux Champs-Élysées qu'il va retrouver son père Anchise, auquel il veut demander où définitivement il doit fonder cette fameuse ville. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine avec les différentes activités proposées.